Ok. Alors, je vais vous parler un petit peu d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur. Vous allez aussi voir pourquoi ça coûtait très cher lors du jeu d'Open Roadmap. Et je vous inviterai peut-être à revoter ensuite. Je vais essayer de vous convaincre d'acheter cette merveilleuse fonctionnalité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je n'ai pas pu discuter encore avec tout le monde, je suis Benjamin Dauton. Je m'occupe de l'interface de Tulip depuis 2 ans. Et donc, ça veut dire faire des mock-ups, des maquettes et développer tout ce qui est front-end. Alors, l'interface utilisateur ou l'expérience, qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Alors là, on a un super mock-up qui ne représente pas grand-chose pour l'instant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une interface ? Est-ce que ça aide à définir une bonne expérience utilisateur ? Parfois, c'est présenté comme 2 choses différentes. Il y a des gens qui vont s'intéresser que à l'expérience utilisateur, d'autres qui vont s'intéresser qu'à l'interface. Moi, je ne vois pas ça du tout de cette façon. Pour moi, l'interface utilisateur fait partie intégrante de l'expérience utilisateur. Sans bonne interface, en fait, j'estime qu'on n'a pas une expérience utilisateur digne de ce nom. Alors, si je dois définir un petit peu les deux, si on prend un peu un exemple, une interface utilisateur, pour moi, si on prend une pièce chez vous, ça va être une belle peinture, de jolis meubles, des beaux boutons de lumière, etc. L'expérience utilisateur, ça va être des boutons de lumière qui vont être placés là où il faut, pas à l'autre bout de la pièce, qui vont vous obliger à traverser la pièce dans le noir et vous prendre les pieds dans le tapis et vous cogner le genou dans la table basse. Donc on se rend compte qu'on peut avoir des jolies choses qui ne sont pas du tout fonctionnelles et en même temps des choses qui vont être très fonctionnelles, mais si elles ne sont pas jolies, ça casse un petit peu le mythe. Alors, à quoi ça sert ? Je pense que vous avez chacun quelques éléments de réponse. Mais j'espère vous en faire découvrir quelques autres. Donc, une bonne expérience utilisateur, ça va permettre à une application d'être utile. C'est le premier point. Alors, utile dans le sens où ça va vous permettre de réaliser ce que vous aviez envie de faire, mais ça va aussi définir qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une application et qu'est-ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Manuel parlait tout à l'heure d'une base de code, si je fais le parallèle avec Tulip, qui a 12 ans, il y a des fonctionnalités qui sont plus utilisées qu'il était avant. Et on se rend compte aussi, Manuel aussi nous a montré un joli diagramme, où même des choses qui sont nouvelles et qui sont apportées au soft, ce n'est pas forcément utile. On se rend compte qu'au final, il n'y a que 20% d'utile. Une bonne expérience utilisateur, ça va également permettre au logiciel d'être utilisable. On peut avoir pas mal de fonctionnalités qui sont beaucoup utilisées. Par contre, si on doit passer notre temps à naviguer dans les menus, à chercher le bouton, à chercher la page, surtout si on a des performances sur un serveur qui ne sont pas top, ça va le rendre beaucoup moins utilisable. Une bonne expérience utilisateur, ça va également rendre votre logiciel désirable. Et on peut dire ce qu'on veut, mais l'attrait visuel et l'émotionnel chez l'humain, c'est super important. Même chez les développeurs qui développent dans leur cave, globalement, en général, ils ont toujours un avis sur ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Ça va être quelque chose qui va également rendre votre logiciel navigable. Donc, je parlais tout à l'heure de quelque chose d'utilisable, des boutons bien placés, navigable. Ça va être aussi un fil d'Ariane qui va être intelligent, qui va présenter les bonnes hiérarchies au bon moment. Un point qui a été remonté lors de différentes discussions ce matin, ça va être quelque chose qui va rendre votre logiciel accessible. Alors, on parlait d'handicap visuel important pour les gens qui sont malvoyants. Alors ça, c'est super important. Mais on ne pense pas non plus aussi aux gens qui ont un handicap visuel qui est un peu moins contraignant au jour le jour, mais qui sont daltoniens par exemple. Et si on joue sur des éléments graphiques, si on joue que sur la couleur, les daltoniens, eux, ils vont être perdus. Et pour eux, ils ne vont pas avoir une bonne expérience parce qu'ils ne vont pas savoir, par exemple, si je prends le cadre de Traffic Light,
si un test il est passed ou s'il est failed, parce que s'ils confondent le rouge et le vert, ça va être un peu compliqué. Du coup, traffic lights, c'est un peu moyen. Et dernier point, ça va être quelque chose qui va rendre votre logiciel crédible. Et crédible, ça veut dire aussi, c'est la qualité qui va être perçue par l'utilisateur. Et quand on a quelque chose qui paraît de bonne qualité, on a moins l'impression de prendre des risques, on fait confiance au soft, on met les données qui sont dedans, on l'utilise, etc. Si on a quelque chose qui semble bancal, ça va pas être super top, on ne va pas forcément avoir beaucoup de confiance. Du coup, si je résume un petit peu, une bonne expérience utilisateur, ça va être moins de questions de la part de vos utilisateurs, moins de cas d'erreur à gérer. Si vous les avez anticipés, ce n'est pas toujours le cas, ça va être moins de formation sur certaines parties du logiciel. Et c'est globalement quelque chose qui va rendre aussi l'application plus sympa à utiliser au quotidien. Et tout ça, pour vos utilisateurs, de mon point de vue, c'est travailler mieux dans de meilleures conditions et plus vite. Et en général, quand on dit plus vite, temps, etc., temps c'est de l'argent, en général, ça devrait parler à certains. Donc je ne sais pas si c'est l'idée que vous aviez d'une bonne expérience utilisateur, avant que je vous présente ces 2-3 petits points-là, mais on se rend compte que quelque chose qui a bien été travaillé dès le début, ça fait gagner du temps à tout le monde, c'est moins de friction et c'est toujours plus agréable. Alors je ne vais pas m'étendre dessus, là on voit des superbes captures d'écran de super logiciels qui sont utilisés un petit peu partout. C'était juste, je connais cette personne en fait qui est en train d'écrire un livre qui est intitulé Tragic Design. Et en fait, il ouvre son livre sur le fait que dans le milieu médical, une bonne expérience utilisateur, c'est pas à négliger parce que c'est avéré qu'il y a eu quelque chose quand même d'assez important, un drame, parce que des infirmières en fait, parce qu'elles étaient confrontées à quelque chose qu'elles ne comprenaient pas, ont fait le mauvais choix et une personne a reçu le mauvais traitement. Donc on se rend compte que chez des entreprises qui font du semi-conducteur, tout ça, ça peut être beaucoup d'argent de perdu. Dans le médical, ça peut être aussi des choses qui sont aussi très graves. Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire sur Tulip et l'expérience utilisateur. Moi, chez Inaline, ça fait 2 ans que j'y travaille, ça fait 2 ans que je m'intéresse à cette expérience magnifique. Et quand je suis arrivé, on était à Tulip 6.4, quelque chose comme ça, et ça ressemblait plutôt à ça. Donc, c'est pas forcément moche. Enfin, de toute façon, ça c'est du subjectif. C'est pas forcément quelque chose d'inutilisable, mais on avait quand même le sentiment de peut mieux faire. Et en général, quand on a ce sentiment-là, on aimerait bien aller un petit peu plus loin. Du coup, on a fait plusieurs choses. On a mis en place des choses qui ne se voyaient pas. Bootstrap, donc, qui est un framework qui nous a aidé à avancer plus vite, à homogénéiser un petit peu l'interface. Ça nous a surtout permis d'utiliser des librairies graphiques, des éléments d'interface, je sais pas, des calendriers, des choses comme ça, qui sont un petit peu plus utilisables, un petit peu plus jolis à utiliser au quotidien. Donc, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire sans cette base, sans ce framework. Parce que c'est un framework, mais c'est aussi tout un écosystème. Depuis Tulip 6, on a également mis, et par défaut, un nouveau thème. Donc aujourd'hui, il n'est plus si nouveau que ça, c'est le thème Flaming Parrot. Alors, ça a un petit peu modernisé l'interface par rapport à l'ancien thème. C'est pas que du joli. On a essayé également d'améliorer un petit peu la navigation. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais permettre quand même de switcher de projet quand on est un utilisateur, c'est plutôt pas mal parce qu'avant, il fallait passer par une autre page. Donc, du coup, il y avait 2-3 clics avant de pouvoir accéder à la liste de projets. Maintenant, hop, tout est accessible ici. Les services également, beaucoup plus accessibles. On a gagné en place sur la page. Bref, il y avait quand même du plus. Bon, après, il y a aussi comment l'utilisateur va adopter ce nouveau thème, plein de choses comme ça. Mais globalement, après 2 ans, j'espère que les gens en sont plutôt contents. On a également un petit peu revu quelques services. Donc, les trackers, la vue artefact.
Donc si vous vous rappelez bien, à l'époque, les artefacts, tous les champs étaient en vue read-only, ce qui fait qu'on pouvait cliquer sur aucun lien, enfin bref, on ne pouvait pas mettre de contenu HTML un peu sympa, enfin, il y a pas mal de soucis, donc on a amélioré tout ça. On a également amélioré la partie report des trackers, donc on a travaillé sur l'interface globale pour permettre d'accéder aux éléments un petit peu plus rapidement. On a refait les graphes, qui sont, j'espère, un peu plus exploitables. Et plus récemment, on a travaillé également sur l'Agile Dashboard, donc sur la home de l'Agile Dashboard, la page d'accueil, présenter les informations un petit peu plus pertinentes. On a refait certains services, donc là on a une vue de la planning V2. Donc, par rapport à la planning V1, ça a permis aussi d'améliorer, de voir par exemple, là on a des user stories, on peut déplier, on peut voir les tâches. C'est des choses qui voilà, sont un petit peu plus sympas à utiliser au jour le jour. Donc ça fait pas mal de temps qu'on travaille là-dessus, mais on a encore un problème qui est de taille. C'est qu'il y en a encore partout. Mais vraiment partout. Il y en a tellement partout que ça monte sur le titre. Là, on a une vue du Docman avec sa super spécificité parce que c'est le seul service qui a un menu contextuel qui fonctionne de cette façon-là. Alors, pour intro, c'est que je vous présente quand même des parties de Tulip. Ce n'est pas les parties de Tulip qui sont jamais utilisées. Alors, celles qui sont jamais utilisées, j'ai même pas voulu les mettre ici. C'est des choses qui sont quand même utilisées au jour le jour. Le service Docman, c'est quand même pas mal utilisé. Là, on a le File Release System, donc avec ses nombreuses possibilités de suppression de fichiers. Là, on a la page d'administration des droits d'un projet. On se rend compte que quand il y a pas mal d'utilisateurs, et encore, il n'y a pas la scroll bar horizontale, mais c'est super sympa à utiliser. Là aussi, on a pas mal de blancs. Enfin bref, il y a pas mal de choses à refaire. Il y a des choses qui sont qu'on pourrait laisser comme ça parce qu'elles ne sont pas forcément beaucoup utilisées ou par certaines personnes uniquement. Je pense aux admins, ce n'est pas la majeure partie, c'est pas la plus grosse population d'utilisateurs. Mais il y a aussi des trucs qu'on sent quand même que bientôt ça va nous claquer entre les doigts. Donc, exemple, les calendriers dans Tulip. Là, on a un premier calendrier qu'on retrouve encore, donc on n'est pas passé partout, par manque de temps. On a un type de calendrier qu'on trouve dans le FRS. Ici, on a les calendriers qu'on retrouve dans le service artifact, tracker, pardon. Donc dans les artefacts, les reports. Et là, hop, le dernier venu, c'est le calendrier qu'on retrouve dans la modale qu'on vient de développer. Alors vous allez me dire, mais vous venez de développer quelque chose de nouveau, comment ça se fait que vous introduisez encore un nouveau type de calendrier? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas eu le choix. Pas eu le choix pourquoi? Parce que on a une base de code qui est vieillissante et en termes de travaux sur l'interface utilisateur, il n'y a pas que les choses qui se voient, il y a aussi les choses qui ne se voient pas. Tout à l'heure, je vous parlais de Bootstrap. Je vais vous expliquer, ça en fait partie. Et ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, ça fonctionne. À un certain moment, lors d'une certaine mise à jour, il y a des chances qu'il y ait des régressions dessus. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, mais aussi il y a des choses qui va bientôt falloir quand même s'y atteler. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour améliorer tout ça? Comme l'a introduit Mathéo, on a décidé de vous emmener sur la Lune, si vous le voulez bien. Et comment on va s'y prendre? Alors, premièrement, on est en train d'établir des guidelines. Alors, ce n'est pas forcément pour l'utilisateur final, c'est pour aussi les développeurs, les aider à utiliser des composants qui sont normalisés, on va dire. Donc, c'est des guidelines, c'est en fait des règles de composants. Donc, comment on intègre un type de composant, par exemple un calendrier dans une interface. Ça nous assure que si dans les guidelines, on a un composant qui est accessible pour les non-voyants, on est sûr qu'à chaque fois qu'on va utiliser ce composant-là, dans n'importe quelle page, il sera accessible par les non-voyants. Donc ça va nous permettre d'homogénéiser l'interface, d'améliorer du coup l'expérience utilisateur et faciliter le développement futur. Ensuite, et là je pense que ça va peut-être faire pleurer certains, bye bye Savannah. Donc c'est
En fait, c'est un super thème qui est disponible sur Tulip, avec la super peau de léopard ici, tout ça, qui apporte vraiment au logiciel. L'idée, en fait, c'est d'arrêter le support des vieux thèmes et se concentrer sur Flaming Parrot et la suite. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, c'est un thème, c'est une façon d'afficher les choses. Oui, mais de notre côté, ça nous fait, de votre côté également, plus de support parce que quand on a développé récemment le Kanban, la Planning V2, on s'est rendu compte que c'était super cool sur Flaming Parrot, le nouveau thème par défaut, mais sous Savannah ou d'autres thèmes un petit peu plus vieux, ça marchait un peu moins bien. Donc, on est obligé d'adapter les développements pour des thèmes qui ont été développés, je ne sais pas si j'étais né. Voilà, donc ça concerne et les nouveaux développements et les anciens. Autre point un petit peu sensible, et là je suis content parce qu'on n'est pas les seuls, l'idée c'est de stopper le plus rapidement possible, bien entendu on ne fait pas ça sans prévenir personne, de stopper le support d'IE9. Alors, pour l'instant ça serait pour les nouvelles fonctionnalités, donc le Kanban par exemple fonctionne pour l'instant sur IE9, on aimerait faire des choses qui malheureusement vont faire que ça ne fonctionnera plus sous IE9. Il y a un tout petit, c'est une petite étoile aussi, c'est pour le moment parce qu'on aimerait vraiment stopper le support d'IE9 même pour les anciens services. On sait que c'est encore utilisé, beaucoup de services qui sont plus vieux, SVN, tout ça, c'est pas mal utilisé sur des navigateurs de ce type-là. Ça fonctionne encore, mais ces vieilles fonctionnalités, ces vieux services, on y apporte encore de la valeur. Et des fois, on leur apporte de la valeur, on aimerait bien faire des trucs un petit peu cool, mais on ne peut pas parce qu'il faut que ça marche sous les vieux navigateurs. Donc nous, ça nous oblige, et surtout pour l'affichage, à faire des choses qui ne sont vraiment pas jolies à voir dans le code. Vous, ça a un impact sur les performances, parce que ça nous oblige parfois des choses qui sont prises en compte par les navigateurs, dans le moteur du navigateur, je vois une main qui se lève, je finis juste ma phrase, qui sont faites automatiquement. Nous, on est obligé de les faire à la main, c'est des perfs qui s'en ressentent, et après, nous, c'est difficile de gérer tout ça. Dernier point, c'est que ça nous oblige à introduire des fonctionnalités qui sont moins stables, parce que c'est plus de code. On réécrit du code qui sont supportés par des navigateurs nativement. Moi, je n'ai pas la prétention de coder aussi bien qu'une équipe de 100 personnes qui développe Chrome ou Firefox. Du coup, forcément, c'est moins bien, c'est moins stable. Denis, tu as une question? Je me demande si ce n'est pas un faux problème, en fait, cette histoire de backward compatibility, sachant que même si tu passes à U11, tu as des problèmes. Alors, tu vois ce que je veux dire? ouais. Alors là, je ne suis pas en train de vendre le fait que ça marche parfaitement sous Chrome et de la même façon parfaitement sous Firefox et sous IE11. Il y aura toujours des ajustements. Je ne parle pas de ça. Dans les sociétés, on a tous des sites intranet qui fonctionnent avec une certaine technologie. Ouais, j'en suis bien conscient. Chez ST comme ailleurs, je pense. Donc même quand on passe à IE11, on est obligé d'utiliser la compatibilité IE6 ou IE7. Ouais. Parce qu'on est loin d'IE9 qui est plus supporté ou qui peut plus supporter, IE6 non plus, j'imagine que tu ne supportes pas. C'est-à-dire changer de techno, c'est un truc que tous les sites intranet changent et ça, il faut dire quoi. Ouais, alors. Donc, si tu passes maintenant dans 2 ans, nous ça change rien, dans 3 ans, on sera encore collé avec IE7 parce que même si tout le monde sera passé sur IE11, on sera contraint d'utiliser le mode de compatibilité IE11. J'entends bien. Alors après, on a aussi des fonctionnements. Je sais que certains clients ont exactement le même problème, des vieilles applications qui marchent que sous IE6. Ils ont aussi fait le choix de proposer un autre navigateur à côté. Donc c'est bien connu, certaines applications ne vont marcher que sous IE6. Bon, par contre, pour tout le reste, quand ça fonctionne, passez sous Firefox. Ouais, c'est ce qu'on a fait aussi et c'est pour ça que je me demande si ce n'est pas un faux problème en fait. Parce que quelle que soit la solution que tu apportes, que tu dises on conserve la compatibilité IE9 ou on la casse, ça, en fait tu ne peux pas le maîtriser toi, au niveau de la société qui va utiliser un explorateur ou quelque chose. Parce que de toute façon, elle aura fait ses choix pas en fonction de Tulip, elle aura fait ses choix en fonction d'autres choses qui ne sont pas agiles, qui évoluent avec des cycles plus ou moins rapides et c'est des choix sur lesquels tu peux pas revenir en arrière. Ouais, tout à fait. Bon, alors après,
comme je l'ai dit, pareil pour les vieux thèmes, c'est pas un choix qu'on fait tout seul dans notre coin. On l'a fait il y a 1 an et demi pour IO 7. Quand on a développé Flaming Parrot, il fallait que ça fonctionne sur IO 7. On ne supporte plus IO 7 du tout, on ne se pose plus la question. Là, l'idée, c'est de faire pareil. Il y a un point à voir aussi, c'est que pour les gens, Microsoft arrête le support IE 9 en décembre 2015. Donc d'un point de vue sécurité, les entreprises qui forceront à utiliser IE 9, c'est un peu comme le Windows XP, seront sur un composant aujourd'hui qui est majeur en termes de vecteur de failles de sécurité sur les navigateurs Internet, seront avec des versions qui seront trop. Et IE11, qui va être imposé d'ici là dans toutes les sociétés, sera imposé avec un mode qui pas le même problème que IE. Sauf que ça le désactive. C'est très compliqué sous IE11. Malheureusement, sous IE11, on a décidé de ne pas rendre facile le changement de compatibilité. Avant, c'était un clic, maintenant, c'est juste pas possible. Sachant que moi, dans les opportunités, là-bas, j'ai marqué uniquement on fait pas un tube compatible avec les smartphones, les autres navigateurs. Alors, c'est aussi l'idée, présenter un peu plus tard. Après, c'est pas, enfin, l'idée, c'est de faciliter et d'améliorer ça. C'est pas non plus d'avoir un truc qui soit à 100% compatible, parce que bon, on a tous des smartphones, mais le cas majeur d'utilisation de Tulip, c'est quand même un poste de travail. Bon, après, on ne s'interdit pas non plus, au contraire, bien au contraire, d'améliorer tout ça. Alors, je m'avance un peu. L'idée, c'est aussi de faire un upgrade du framework Bootstrap. Alors, pourquoi? Parce que Bootstrap 2, c'était il y a 4 ans. On travaille dans le domaine de l'informatique. 4 ans, c'est le temps des dinosaures. Les dinosaures, c'est dangereux. Du coup, rester sous une vieille techno, c'est quand même... moi, ça me fait un peu peur. Une question? Et donc, l'idée, c'est pour permettre de répondre au problème que je vous ai présenté tout à l'heure sur les calendriers. Si on ne migre pas à un Bootstrap plus récent, on ne trouve plus une lib qui est au jour d'aujourd'hui compatible avec un vieux Bootstrap. Les libs qui étaient compatibles ne sont plus supportés. Donc on se retrouve avec du code dont on dépend qui n'est plus du tout supporté. Et ça, c'est un réel problème. Du coup, l'idée, c'est de passer à Bootstrap 3 ou 4, parce que bon, là, il est en version alpha. L'idée, c'est de voir comment ça s'intègre dans la roadmap si on passe au 3 ou au 4. Ensuite, sympa, hein. L'idée, c'est aussi, je vous l'ai dit, d'améliorer tout ce qui est navigation, tout ça. Donc, on aimerait proposer un upgrade du thème Flaming Parrot, donc certainement en parallèle, pas pour faire que du joli, mais pour avoir un réel breadcrumb, un fil d'Ariane intelligent, avoir que tout soit à une portée de clic qui soit vraiment réduite par rapport à aujourd'hui. Parce que naviguer dans la Git Dashboard, on a beau avoir un fil d'Ariane, c'est toujours 2-3 clics minimum. C'est impossible de faire ça en un clic. Donc l'idée, c'est d'améliorer tout ça et de proposer un CAT qui est à jour. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Flaming Parrot, on devait supporter IE 7, ça nous a obligé à faire des trucs qui ne sont pas jolis dans le code. L'idée là, c'est que ce thème-là ne fonctionne que sous IE 11, Firefox et Chrome. Et nous, quand on développe des applications de type Kanban, Traffic Lights, qui demandent, alors vous ne voyez peut-être pas comme ça, et heureusement parce que ça doit être transparent pour l'utilisateur, mais c'est une position un petit peu différente dans Tulip. Il n'y a pas de marge, il y a des trucs comme ça. Dans Flaming Parrot, ça nous oblige à faire des choses qui sont pareilles, qui touchent au perf, parce que c'est du JavaScript qui s'exécute à chaque fois qu'on ouvre la page. Quand on peut s'en passer, c'est bien. Du coup, l'idée, c'est d'améliorer tout ça et d'avoir le meilleur perf. Alors là, je vous présente une maquette de la suite de Flaming Parrot. C'est qu'une maquette. Je ne suis même pas sûr que tout le monde chez Enaline soit au courant de ça. L'idée, c'est d'avoir un breadcrumb amélioré. Bon là, ça intègre aussi les guidelines qui ont été un petit peu mis à jour. Bon là, on a une petite chose, centre de notif, je ne sais pas, c'est des idées qui arrivent. Une personne l'a dit, les gens qui utilisent GitLab par rapport à Gerrit, voilà, il y a des choses, il y a des usages qui sont sur Internet, les Twitter, les GitHub, tout ça, apportent des choses que Tulip n'a pas actuellement
l'idée, ça serait de se mettre aussi au goût du jour sur certains usages. Du coup, une navigation améliorée, des usages au goût du jour, des perfs qui sont, ce ne sera pas flagrant, mais ce sera quand même du code qui s'exécutera en moins, du support en moins, etc. Ensuite, là, il y a un workshop qui est proposé tout à l'heure sur le user onboarding. Je sais que pas mal de personnes en ont parlé là-bas aussi. On a commencé à travailler dessus cet été sur plusieurs choses. Donc, l'user onboarding, c'est quoi? C'est permettre à l'utilisateur d'arriver à son but le plus simplement possible, même s'il ne connaît pas l'application, s'il ne connaît pas le service, il devrait s'y retrouver. Alors, il y a des choses qui sont compliquées. Je ne dis pas qu'il ne devrait plus jamais y avoir de formation, ce n'est pas du tout le but. Mais l'idée, c'est, à l'image de ces petits plots, le bonhomme qui a mis les petits plots là pour arriver dans l'avion, il s'est dit, bah, tiens, les gens là, ils vont suivre tous le même chemin, ils vont arriver dans l'avion et tout va bien se passer. L'idée, c'est de faire ça dans Tulip. Donc, ça va se matérialiser, par exemple, quand un nouvel utilisateur crée son compte, c'est déjà là actuellement dans Tulip, et qu'il arrive la première fois sur Tulip, paf, il a une petite pop-up, on lui dit salut, blabla, bienvenue dans Tulip. Là, tu vas trouver tes projets, là, tu vas trouver ton compte, là, tu vas trouver tes services et hop, tu peux commencer à travailler. Donc, on pourrait pousser ce mode de fonctionnement un petit peu plus loin dans le Kanban, dans les trackers. Ça peut être aussi donc, ce qui a été développé et qui est sorti avec la 8.7. Ça peut être démarrer un Kanban en un seul clic, démarrer du Scrum en un seul clic. L'idée, c'est qu'avant, l'utilisateur, il devait importer un fichier XML, aller dans les trackers, aller configurer des trucs, revenir dans la dashboard, blabla. Enfin, c'est compliqué. Il n'y arrive pas. S'il ne sait pas, il ne sait pas faire. Là, en un clic, il y arrive. Je pense que c'est quand même pas mal. Alors, c'est aussi dans Tulip, mais c'est aussi favorisé. Tulip, il vit dans un écosystème, il n'est pas tout seul. C'est aussi favorisé quand il y en a du switch entre les applications. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait qui n'apporte pas forcément grand-chose à quelqu'un qui connaît Tulip, mais quelqu'un qui ne connaît pas Tulip, c'est sympa. Ce qu'on a fait cet été, c'est qu'on a amélioré les emails, on a simplifié la création de comptes et on a homogénéisé l'interface de tout ça. Ce qui fait que quand un utilisateur crée son compte pour la première fois, il se retrouve devant une interface simplifiée, il reçoit un mail qui n'est pas juste une ligne de texte illisible, il reçoit un truc un petit peu sexy, il a un gros bouton pour confirmer son compte. Avant, il devait cliquer sur un lien, ça peut faire peut-être peur à certaines personnes. Et paf, il arrive sur le formulaire de login, son compte est confirmé, blabla. Avant, il y avait une étape où il devait rentrer un code, enfin bref. On a supprimé une étape, on a amélioré le tout, ce qui fait que les gens, c'est un petit peu plus au goût du jour, un petit peu comme quand on s'inscrit, je sais pas, sur Dropbox, GitHub, tout ça, ça semble fluide, même si on ne connaît pas. Là, c'est pareil. Dernier point, super mantra, less is more. Donc j'en ai un petit peu parlé et Manuel en a un petit peu parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de supprimer des choses de Tulip. Alors pareil, on ne va pas faire ça dans notre coin. On aimerait récolter des statistiques qui, je pense, aussi peuvent vous intéresser sur comment utiliser Tulip. On a eu des demandes, par exemple, je fais cohérence sur l'utilisation de Kanban, est-ce que c'est beaucoup utilisé ou pas? Nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est vraiment la borne inférieure, c'est est-ce qu'un service est encore utilisé? Ou est-ce qu'un service est utilisé par 3 personnes sur un an? Voilà, on peut se dire peut-être qu'on peut l'enlever. Alors pourquoi on l'enlèverait? Si au final, les gens, il y a quelques-uns qui l'utilisent, ils sont contents, ça n'embête pas les autres. Le problème, c'est que ça peut embêter les autres, parce qu'effectivement, ça fait une ligne dans l'interface, ça fait un service en plus, ça fait un bloc en plus dans l'affichage. Si 99,9% des utilisateurs n'en ont rien à faire, pourquoi pas l'enlever? Au final, on allège le tout, on a une interface qui respire, on a une meilleure expérience utilisateur. Donc voilà, l'idée, c'est de récolter quelques statistiques le plus simplement possible pour vous et pour nous, pour prendre des décisions sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut enlever et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors, si je récapitule, donc, bon, on peut peut-être changer ça, je ne sais pas. Ouais. Alors, l'idée, c'est, on a déjà quelque chose dans Tulip qui permet de récolter certaines statistiques qu'on peut améliorer. Justement, il ne doit pas être souvent utilisé, parce que ça fait partie des services qui ne sont pas très matures. Ouais, je suis... Donc forcément, si tu recueilles des statistiques en disant personne n'utilise, mais c'est parce qu'il n'est pas mature qu'on ne l'utilise pas. Ah, mais peut-être. Mais du coup, alors du coup, ça peut... Les statistiques peuvent
Oui, non, mais voilà, c'est pas du 0-1 blanc-noir. L'idée, c'est aussi de savoir peut-être qu'il n'est pas utilisé et pourquoi. Je sais qu'on est en train de faire un développement actuellement, l'équipe Acroll, là, qui est pas mieux la TulipCon, sur un Kanban. Est-ce qu'il est réellement utilisé? Est-ce qu'il est beaucoup utilisé? Est-ce qu'il est juste créé et abandonné? Donc, on a déjà quelques briques dans Tulip qui permettent de faire ça. Il y a aussi des gens qui ont développé des logiciels libres qui permettent de faire un petit peu du Google Analytics sur des applications. Donc, pour l'instant, c'est que des pistes de réflexion, hein, d'outils à utiliser ou pas. Je ne dis pas qu'on va le faire exactement dans cette façon-là, mais ça permet de cartographier un petit peu qui fait quoi sur l'application et comment, et est-ce qu'il le fait fréquemment. Ça permet de voir peut-être également est-ce que 99% des utilisateurs utilisent Firefox ou pas. S'il y en a qui ne l'utilisent pas, pourquoi. Donc voilà, donc ça, non seulement nous, ça nous donne de l'information sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le produit Tulip, mais aussi vous, ça peut vous donner des informations sur l'utilisation d'un service qui ne le serait pas. On ne sait pas pourquoi pour l'instant parce que on n'a pas l'information. Voilà, du coup, c'est pas forcément, ça peut être réordonné. On ne va pas non plus ne travailler que là-dessus sur la UI. Je veux dire par là qu'il y a un projet dans le jeu d'Open Roadmap qui a été financé sur Cardwall V2, Planning V2, Kanban V2. Bon ben voilà, tout ça c'est aussi de l'interface, c'est aussi de l'expérience utilisateur. Quand on dit qu'on va améliorer le Cardwall, on va améliorer l'expérience utilisateur. Au final, c'est que ça parce que le service est déjà là. Donc il y aura d'autres choses qui vont se greffer au milieu, mais bon, les principales briques angulaires sont le fin de support des vieux thèmes, travailler sur l'user onboarding, donc on a commencé et on va certainement continuer. Bootstrap 3 ou 4, bon là par contre c'est assez déterminant pour la suite. Je veux dire par là que si on le fait avant, du coup tout va en découler, tout ce qu'on va faire par la suite va en découler. Après, plus on le fait tard, tout ce qu'on aura fait d'ici là, il faudra certainement retoucher un petit peu tout ça. Développer un thème ou améliorer Flaming Parrot, à voir sur justement améliorer la navigation, tout ça. Et le less is more, c'est récolter des statistiques pour pouvoir prendre des décisions convenablement, je veux dire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas, on peut passer la suite, je pense. Mathéo? Ouais. Pourquoi tu avais ça la lune? Le rapport, c'est que si on fait tout ça, on sera passé vraiment à une autre planète. Enfin, la Lune n'est pas une planète, mais on sera passé à autre chose vraiment en termes d'expérience utilisateur. On aura vraiment amélioré le tout. Et l'idée, c'est de passer à... Ah non. Et j'évite de faire des promesses que je ne tiens pas. Pour préciser, parce que c'était pas forcément bien visible dans la présentation de Benjamin, ce qui sous-tend tout ça derrière, c'est que ça représente une masse de travail assez considérable. Alors, Benjamin, vous vous concentrez uniquement sur la partie fonctionnelle. D'un point de vue technique, quand on dit passage à Bootstrap 4, c'est pas je change une dépendance dans un fichier de compte et hop, je suis passé à Bootstrap 4. Le passage à Bootstrap dans le monde merveilleux du web, ça veut dire qu'il faut repasser sur 100% des interfaces de Tulip pour vérifier qu'il n'y a rien qui est cassé parce que pratiquement tout a changé en termes de langage, de l'intégration de la lib dans les pages finales. La lib, ça représente plutôt, on avait juste la règle à calculer en 1960 et l'objectif qui était fixé, c'était d'envoyer 3 personnes sur la Lune en moins de 10 ans. Donc c'est un peu ça le challenge aujourd'hui. Mais ce qu'était l'appel à financement correspondait en fait au passage de Bootstrap 3. C'est l'ensemble des points qui ont été... Ouais, voilà. C'est pas retenu, il y a quand même des améliorations qui vont se faire au fil mais qui ne seront pas faites de manière la plus pure. Il y a ça, mais à un moment donné, le passage à Bootstrap version 10, tout ça, il faudra le faire et il faudra le financer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'au bout il y a certains moments où en fait on a perdu des journées de développement entières pour arriver à placer un seul petit calendrier parce que pour trouver la boutique qui est compatible avec notre version, au bout d'un moment ça devient de plus en plus compliqué, c'est du temps qui est perdu, c'est du stress et au final potentiellement un facteur de bug supplémentaire.
le point là qu'on voulait partager avec vous, c'est il y a ce gros truc-là qui est en dépendance. Il va falloir qu'on l'adresse d'une manière ou d'une autre. Et